Le sujet des relations entre les sociétés concessionnaires d'autoroutes et l'État n'est pas nouveau, et je sais que le Sénat s'y intéresse depuis longtemps. Nous avions d'ailleurs eu l'occasion d'en discuter, notamment dans le cadre de l'examen de la proposition de loi sur la nationalisation des autoroutes l'année dernière. Les concessions autoroutières, dont on peut rappeler qu'elles ont été autorisées par la loi du 18 avril 1955, ont contribué à développer un réseau de routes à haut niveau de service et de sécurité pour l'usager. La France dispose d'un réseau autoroutier de plus de 9000 km de voies concédées. Alors, lorsque ce modèle a émergé, nous étions à une époque où la France avait un retard en termes d'équipement et où on considérait que la voiture était le moyen de transport privilégié. Il est clair qu'à l'époque, les considérations environnementales n'étaient pas centrales. Les sociétés autoroutières étaient au départ, pour l'essentiel, publiques, et leurs bénéfices permettaient de financer des investissements dans les transports. On est parti de concessions qui avaient une durée de, je crois, une trentaine d'années. Puis ensuite, on a largement recouru à l'adossement, afin notamment de financer le développement de liaisons interurbaines moins rentables. Bien que bénéfique pour l'aménagement du territoire, l'adossement a eu pour effet de doubler les durées des concessions par rapport à celles initialement prévues dans les années 60. On peut aussi noter qu'historiquement, les sections à péage étaient loin des agglomérations. Elles servaient essentiellement aux trajets occasionnels des particuliers et au transport de marchandises sur longue distance. Du fait de l'extension des agglomérations et des changements de mode de vie, on constate que beaucoup de Français aujourd'hui sont amenés à utiliser l'autoroute pour leurs déplacements quotidiens. Cela pose notamment la question de l'acceptabilité du modèle du péage pour ce type de trajet. Dans le même temps, le modèle d'une infrastructure financée entièrement par l'usager a un avantage dans un contexte où on sait que l'acceptabilité de l'impôt est elle aussi discutée. Un mot peut-être sur la privatisation des sociétés d'autoroutes en 2005. Cette décision a conduit, par construction, à priver l'État des dividendes qui étaient jusque-là affectés aux investissements dans les infrastructures de transport. Je pense qu'on peut s'étonner que cette évolution n'ait pas été précédée d'une révision des contrats. Contrairement à ce que l'on observe généralement dans ce qu'on appelle les actifs régulés, ces contrats, les contrats des sociétés des concessions historiques, ne font pas l'objet d'un recalage périodique de la rentabilité entre l'autorité concédante et le concessionnaire. Et puis ces contrats, qui étaient donc conclus entre l'État et des sociétés d'économie mixte qu'il contrôlait, régissent désormais ces relations avec des sociétés cotées dont la logique est forcément différente. Et je crois que le déséquilibre et les interrogations sur les relations entre l'État et les concessionnaires d'autoroutes vient de là. Cela explique les questions récurrentes qui sont posées. On peut néanmoins souligner que ce modèle a tout de même évolué vers une plus grande transparence, suite notamment aux travaux de l'autorité de la concurrence. Nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 10 ans de la fin des premiers contrats de concession historiques, dont la durée aura, d'avenant en avenant, finalement été de l'ordre de 70 ans. Je pense qu'aujourd'hui, il est légitime de réfléchir à l'après. Moi, je suis convaincu que si on veut rester sur un modèle concessif, il faudra, comme pour les autres actifs régulés, introduire des clauses de revoyure pour s'assurer qu'il n'y a pas de surrentabilité. Je suis également convaincu qu'il faut un régulateur fort. Et en tant que ministre de la Transition écologique et solidaire, je plaide aussi pour que les sociétés concessionnaires d'autoroutes accompagnent le développement des mobilités propres sur leur réseau, que ce soit par l'implantation de bornes de recharge, des incitations en faveur des usagers en covoiturage ou en véhicule propre. Voilà les quelques mots que je pouvais vous dire en propos liminaires. Merci, Madame la Ministre. Donc Vincent Delahaye, notre rapporteur, a la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Donc, effectivement, je vais peut-être avoir deux séries de questions, et puis ensuite, les collègues qui voudront s'exprimer, bien sûr, pourront le faire. Je voudrais revenir sur 3 points dans un premier temps. D'abord, votre parcours, qui est un parcours qui nous intéresse à triple titre, c'est-à-dire, tout d'abord, un parcours
chez un concessionnaire, puisque vous avez travaillé pour le groupe Eiffage, ensuite comme directrice de cabinet de Madame Royal, et puis ensuite comme ministre de tutelle. Donc peut-être nous dire un petit peu si vous trouvez bien que un fonctionnaire puisse effectivement avoir ce type de parcours, d'abord être dans l'administration de l'équipement, je crois que vous avez commencé à l'équipement, et ensuite se retrouver dans un groupe privé, et puis ensuite être ministre de tutelle de ce groupe, parmi d'autres, hein, mais avec des concessions. Donc est-ce que vous trouvez que c'est bien? Est-ce que vous pensez que ça devrait évoluer? Ou voilà, est-ce qu'il ne faut rien changer à ça? Ou voilà. Ça, c'est la première question. La deuxième, elle a trait à la décision de gel des tarifs autoroutiers de fin 2014 pour l'année 2015. La décision qui a été prise, j'aimerais que vous nous disiez comment cette décision a été prise, par qui, sachant que les contrats prévoyaient, et prévoient toujours d'ailleurs des augmentations régulières chaque année. Comment ça s'est fait concrètement? Est-ce que c'est le Premier ministre? Est-ce que c'est la ministre en charge à l'époque qui a pris cette décision? Voilà, j'aimerais savoir. Et puis, quel a été votre rôle dans le... On le sait un petit peu, mais je pense que c'est bien que vous le rappeliez. Votre rôle dans la discussion et dans la négociation du protocole de 2015, du plan de relance autoroutier et des contreparties qui ont été introduites à l'époque. De quelle façon... Quel a été votre rôle et de quelle façon vous avez tenu informer la ministre, Madame Royal, hein, qui a signé ensuite le protocole considérez-vous que ce protocole était une bonne affaire pour l'État et pour les usagers, puisque pour moi, l'État et les usagers, ça se confond, parce que l'État n'existe pas en tant que tel, en fait, c'est à la fois les usagers et les contribuables qui forment l'État. Et donc, est-ce que pour vous, cet accord était une bonne affaire? Pour cette première série de questions précises, Madame la Ministre, je vais vous demander de procéder et de nous donner vos réponses. Merci. Merci, Monsieur le rapporteur. Est-ce que vous pouvez reformuler votre première question sur la succession des fonctions? Voilà, le fait d'avoir travaillé dans un groupe privé qui gérait des autoroutes et qui avait des contrats, en tout cas dont les filiales avaient des contrats avec l'État, et ensuite de vous retrouver en position de tutelle par rapport à une position dans laquelle vous avez eu des successeurs et en fait vous êtes en tutelle ensuite. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire Alors, ça m'inspire qu'il y a des règles dans ce domaine-là, de conflit d'intérêts, et qu'il ne vous aura pas échappé que j'ai dû travailler chez Eiffage, comme vous le rappelez, je crois de 2007 à 2008, et que j'ai pu intervenir en tant que directrice de cabinet de Madame Royal de 2014 à 2015, et que j'ai pris des fonctions de ministre en 2017. Vous voyez, donc il y a des règles qui expriment qu'on ne peut pas passer sans délai d'un poste à l'autre, et ça me semble raisonnable. Ça me semble raisonnable d'avoir ces règles, et en même temps, je pense que c'est important que des gens qui exercent des responsabilités soient de temps en temps en train d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Vous voyez, moi j'apprécierais beaucoup que les fonctionnaires de mon ministère, par exemple, qui ont vocation à échanger avec des entreprises, avec des collectivités, n'aient pas uniquement un parcours au sein de l'administration d'État, mais sachent comment fonctionne une collectivité, par exemple en y ayant travaillé, et sachent comment fonctionne une entreprise. Et la meilleure façon de le savoir, au-delà des livres, c'est d'y avoir travaillé. Donc je pense que c'est important qu'on soit capable d'occuper des fonctions, des postes qui soient diversifiés. Ça permet de créer de la fluidité et de mieux se comprendre, de comprendre quel est le point de vue de chacun. Et je pense que ça fait effectivement que c'est bénéfique pour tout le monde. Modulo les règles, évidemment, qui doivent s'appliquer. Modulo les règles qui doivent évidemment s'appliquer. Mais vous voyez, entre 2008, où j'ai quitté Eiffage, et 2014, c'est tout à fait conforme aux règles qui existent. D'accord. Merci, Madame la Ministre. Question suivante de notre rapporteur. La deuxième question, c'était la décision de geler les tarifs pour l'année 2015. En contradiction avec les contrats que nous avions avec les... Quelle a été la motivation? Qui a pris la décision? Comment ça s'est passé? Alors, je pense que... Ça marche, là? Il faut que je rappuie. Oui, non.
Ah pardon, excusez-moi, peut-être que je coupe votre micro alors. C'est une décision qui a été prise par Ségolène Royal. Vous savez, c'est des questions qui reviennent régulièrement. Hein. Régulièrement, on est agacé de devoir faire des hausses de tarifs et régulièrement, on préférerait pouvoir s'affranchir des contrats. Donc c'est ce que la ministre de l'époque a décidé de faire. Simplement, on est dans un état de droit et quand on a des contrats, à un moment donné, on est rattrapé par le fait que les contrats s'appliquent. Je pense que c'est important parce que si on devait être dans un pays dans lequel l'application des contrats est aléatoire, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui viendraient s'installer en France. Donc je pense que c'est bien d'être dans un état de droit. Donc quand on prend des décisions de gel comme elles ont été prises à l'époque, ça a un effet boomerang et in fine, l'usager l'a repayé par des augmentations qui sont maintenant incluse sur, je pense que la DGITM vous le dira mieux que moi, mais sur plusieurs années, à la fin, l'usager, clairement, n'est pas gagnant. Donc je pense que ça montre que face à des contrats, on pourra revenir sur le fait que c'est le paradoxe de tous ces allongements successifs qui ont été réalisés, c'est que face à des contrats dont les règles sont celles qui ont été conçues dans les années 60 ou 70, et qui ensuite, d'avenant en avenant, ont été prolongés, comme je le disais, avec des concessions qui auront finalement 2 fois la durée, face aux règles telles qu'elles sont écrites dans ces contrats qui s'imposent, céder à l'impulsion qu'on peut avoir de dire « zut, c'est agaçant ces augmentations de tarifs » n'est pas dans l'intérêt des usagers. Excusez-moi, je repose la question. Donc, simplement, pour être bien clair, c'est Ségolène Royal qui a pris la décision toute seule de geler les tarifs. Il n'y avait pas d'accord du Premier ministre, il n'y avait pas eu de discussion interministérielle précédente, il n'y a rien eu. Elle a simplement décidé comme ça, et je ne sais pas sur quelle motivation, en dehors de dire, effectivement, on n'augmente pas, mais enfin bon, on n'augmente pas. Quand il y a un contrat, il y a un contrat. Hein, on applique le contrat. Je ne comprends pas très bien comment ça s'est pris. Est-ce que c'est elle toute seule qui a pris cette décision-là au sein du gouvernement ? Alors, comment dire ? Je pense qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. J'imagine que vous l'avez bien en tête. Hein, c'était un contexte dans lequel les relations étaient particulièrement tendues avec les sociétés concessionnaires, puisque il y avait d'une part, merci de me repasser la chronologie. En fait, on avait une succession de décisions dans les relations entre l'État et les collectivités et les sociétés concessionnaires qui avaient in fine débouché sur une situation tendue qui est venue, on va dire, cristalliser l'avis de l'autorité de la concurrence évoquant une surrentabilité des concessions. Mais ça remontait au début du quinquennat précédent, au moment où il y avait eu une décision d'augmenter la redevance domaniale sans compensation, ce qui s'était traduit par un contentieux lancé par les sociétés d'autoroutes. Ensuite, le président de la République de l'époque avait décidé de faire un plan de relance autoroutier pour soutenir l'activité, qui prenait du temps avec des notifications à Bruxelles. Et puis, donc, était arrivé cet avis de l'autorité de la concurrence sur la rente autoroutière. Donc, on était dans un contexte particulièrement tendu, dans lequel il y avait y compris un travail parlementaire pour regarder s'il y avait ou pas une rente autoroutière ou une surrentabilité des concessions. Et c'est dans ce contexte-là que s'étaient engagées des discussions avec les sociétés pour arriver à solder ces différents éléments, l'augmentation de la redevance domaniale débouchant potentiellement sur un contentieux avec les sociétés concessionnaires, la volonté du président de la République de l'époque d'arriver à boucler un plan de relance autoroutier qui était engagé, dont les discussions avaient été engagées largement antérieurement, et cet avis de l'autorité de la concurrence expliquant qu'il y aurait une surrentabilité des contrats. Donc dans ce contexte, la ministre de l'époque a en effet décidé un gel des tarifs autoroutiers. Alors ce que vous pointez comme question, c'est un peu de savoir comment fonctionne un gouvernement. Ça peut être effectivement d'abord des réunions interministérielles et les ministres qui vont porter la parole, c'est une façon de faire. Et puis il y a d'autres moments où c'est un ministre qui considère que c'est sa responsabilité d'annoncer une décision et ensuite, voilà, le reste du gouvernement en prend acte et c'est ce qui s'est passé à l'époque.
Bien. Non, alors non, c'est pas la question. Il y avait 3 questions dans ma première intervention. C'est pas ma deuxième intervention encore. Non. Mais la troisième partie, c'était votre rôle dans les discussions autour du protocole, les négociations, qui effectivement étaient entamées auparavant avec ce plan de relance autoroutier, cette volonté d'avoir un plan de relance autoroutier qu'on finance. Comment ça s'est passé? Quel a été votre rôle? De quelle façon vous avez tenu informé la ministre à l'époque? Et est-ce que vous considérez que ce protocole, la signature de ce protocole, était une bonne affaire pour l'État et les usagers? Alors, donc, comme je le dis, donc c'est effectivement, nous étions dans une situation de relation très tendue avec les sociétés concessionnaires, du fait de ce que j'évoquais, c'est-à-dire cette décision d'augmenter une redevance domaniale, une contestation de la part des sociétés d'autoroutes qui réclamaient la compensation de cette redevance domaniale, la volonté du président de la République de l'époque, M. François Hollande, de faire aboutir un plan de relance autoroutier, une décision de la ministre de l'écologie de l'époque de geler les tarifs, un rapport de l'autorité de la concurrence et un groupe de travail parlementaire. Donc, à un moment donné, il est apparu utile d'essayer de trouver un chemin, un protocole d'accord pour solder ces différentes difficultés. L'idée étant à la fois de solder les litiges et de prendre appui aussi sur l'opinion exprimée par l'autorité de la concurrence, sur les travaux du groupe de parlementaires qui étaient en place, et aussi sur un certain nombre de recommandations ou d'indications qui avaient été données par la Commission européenne suite à la notification du plan de relance autoroutier. Et donc c'est ce protocole, effectivement, qu'il s'agissait de mettre au point pour traiter l'ensemble de ces sujets, a été discuté à l'époque, en tant que directrice de cabinet de la ministre, avec le directeur de cabinet du ministre de l'économie de l'époque et avec Bruno Angle, que je crois que vous avez eu l'occasion d'auditionner, qui avait été désigné par les sociétés concessionnaires d'autoroutes pour représenter leurs intérêts dans cette discussion. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce protocole? D'abord que nous avons souhaité qu'il permette de mettre en œuvre les différentes recommandations des rapports de la Cour des comptes, de l'autorité de la concurrence et du groupe de travail parlementaire, ainsi que les engagements qui ont été pris auprès de la Commission à l'occasion de la notification du plan de relance autoroutier. Ce qui veut dire que, en même temps que cet accord, dans la foulée, dans le cadre de la loi dite Macron, a été prévue la mise en place d'une autorité de contrôle des concessions autoroutières avec des nouveaux pouvoirs, des pouvoirs donnés à cette autorité de régulation, de rendre des avis publics sur les projets de contrats et d'avenants, sur la rentabilité du secteur de façon générale, et puis cette autorité qui s'appelait l'ARAFER, qui est devenue entre-temps l'ART, a également un pouvoir de contrôle des marchés passés par ces sociétés d'autoroutes. Effectivement, ce protocole, je pense qu'il est le fruit d'un long processus de rééquilibrage des relations entre l'État et les sociétés concessionnaires. La décision de gel des tarifs a pas facilité la discussion du protocole, qui est intervenue au milieu de sa discussion. Grosso modo, moi je pense qu'on peut dire aujourd'hui que le bilan du protocole est sans conteste positif, parce qu'il a permis d'éviter des procédures de litige qui auraient imposé immanquablement à l'État, qui auraient été forcément défavorables à l'État. Le protocole n'a pas pu empêcher le report du gel des tarifs de 2015 sur des hausses de tarifs dans les années futures, qui courent donc jusqu'en 2023. Donc je le redis, ça veut dire que quand on s'exonère de l'application d'un contrat, ensuite il faut en tirer les conséquences. Mais je pense qu'il a aussi produit des effets positifs. Monsieur me donne les évolutions de tarifs, mais je pense qu'on pourra vous les faire parvenir. Ce protocole a produit des effets positifs dans le rééquilibrage des relations entre l'État et les sociétés concessionnaires. Par exemple, dans la négociation du nouveau plan d'investissement autoroutier conclu en 2018, on a pu s'appuyer sur l'avis devenu
devenu obligatoire de l'ARAFER, ce qui a permis de revoir à la baisse les conditions financières du plan. Et puis, je pense qu'il y a eu des avancées aussi importantes dans ce protocole. D'abord, l'insertion d'une clause de plafonnement de la rentabilité des avenants, permettant de réduire leur durée en cas de surprofit, l'absence de compensation de la taxe destinée à financer l'ARAFER, le versement d'une contribution volontaire des sociétés d'autoroutes d'un montant d'1 milliard d'euros, et puis la mise en place de mesures commerciales ciblées, celles qui me semblent importantes que j'évoquais pour les jeunes, les étudiants, les covoitureurs, les véhicules électriques, et puis donc des engagements sur des aménagements, notamment pour favoriser la pratique du covoiturage et le développement des cars dits Macron. Et puis également la possibilité pour l'État d'être présent, d'assister au conseil d'administration de ces sociétés privatisées. Donc moi je pense que l'objectif qui était de solder les litiges en cours et de pouvoir permettre un premier rééquilibrage des contrats a bien été atteint au travers de ce protocole. Quant à votre question sur est-ce que Ségolène Royal a été informée, je pense que peut-être vous connaissez la personnalité de Ségolène Royal. C'est quelqu'un qui suit de près ces dossiers, donc je vous confirme qu'elle était évidemment informée et qu'elle a même pris en main, on va dire, la finalisation de la discussion avec les sociétés concessionnaires à la fin. Merci de vos réponses, Madame la Ministre. Avant de passer à la deuxième partie du questionnaire du rapporteur, vous avez évoqué un déséquilibre dans la relation contractuelle entre les concédants et les concessionnaires. Vous pouvez un peu préciser, parce que les concessionnaires nous disent un peu le contraire, qu'ils ont la perception d'une relation complètement déséquilibrée, plutôt en faveur du concédant. Une vue qui pourrait être rassurant vu du concédant. Non, en fait, je pense que la relation, enfin, je pense qu'un des défauts de ces contrats, dont je rappelle qu'ils remontent, enfin, il faut quand même imaginer ce que c'est que de devoir gérer aujourd'hui des actifs aussi importants en volume et aussi importants dans le quotidien des Français, qui sont évidemment sensibles au prix du péage, sur la base de contrats conçus dans les années 60. Donc ça montre quand même la limite de cette pratique de prolongement. On voit bien que ça pouvait intéresser tout le monde, puisque c'était une façon de faire des travaux sans avoir à mettre des crédits budgétaires. Mais le résultat de tous ces avenants d'adossement, puis enfin de la pratique d'adossement, puis des avenants, fait qu'on est en train d'exécuter aujourd'hui des contrats qui ont été conçus dans les années 60-70. Moi, je suis convaincu que, vous avez évoqué mes fonctions chez Eiffage, j'ai également été PDG de la RATP, ça, je pense que vous l'avez en tête. J'ai eu l'occasion de négocier des délégations de services publics avec des autorités organisatrices un peu partout dans le monde. Les contrats, ils sont bardés de clauses qui permettent à l'autorité organisatrice de demander des comptes rendus, qui permettent à l'autorité, aux concédants, des clauses de rendez-vous. C'est le principe de la plupart des actifs régulés. C'est le paradoxe, en fait, finalement, que ce modèle concessif qui a été inventé en France, donc on l'a dit en 1955, a fait école dans beaucoup de pays. Mais évidemment, les contrats tels qu'on les passe aujourd'hui donnent beaucoup plus de levier aux concédants pour pouvoir garantir, je dirais à tout le monde, à l'opinion publique, au Parlement, qu'on a bien des clauses qui permettent de réexaminer, par exemple, tous les 5 ans, la rentabilité d'un contrat et, à défaut, de recaler des trajectoires tarifaires pour s'assurer qu'il n'y a pas une rentabilité qui excéderait ce que le concédant a souhaité au départ. Merci, Madame la Ministre. Deuxième série de questions de Vincent Delahaye. Ensuite, j'aurai Éric Bocquet et Alain Fouché qui ont demandé la parole. Merci, Monsieur le Président, de me redonner cette possibilité d'avoir une deuxième série de questions. Donc, effectivement, on s'est aperçu et on en a bien conscience qu'il y a eu des améliorations sensibles depuis 2015 et même récemment, à la fois dans le suivi et dans les nouveaux contrats. Dans tout ce qui est nouvelles concessions, c'est vrai qu'on s'aperçoit que ça a bien évolué, qu'on tient compte effectivement de l'expérience passée. Ça, je pense que c'est une évidence. Alors, juste, je vais à la fois revenir un petit peu sur le protocole 2015 et puis sur l'avenir.
parce que c'est l'avenir aussi qui nous intéresse, donc il n'y a pas que le passé. Mais sur le protocole 2015, est-ce que vous êtes d'accord avec le chiffrage de l'autorité de régulation des transports, l'ART, qui dit que le gel des tarifs de 2015, qui a été compensé de 2019 à 2023 avec des suraugmentations, parce qu'il y a eu des augmentations plus importantes sur ces années-là pour compenser le fait qu'on ait gelé les tarifs à l'époque, est-ce que vous êtes d'accord avec leur chiffrage qui fait que, selon cette autorité, les usagers auront payé en 2023 et puis à la fin de la concession 500 millions de plus que ce qu'ils auraient dû payer si on avait maintenu simplement les augmentations en 2015 et les augmentations normales tout au long. Alors, il y a une suraugmentation, un surcoût, je dirais, à payer. Est-ce que vous avez aussi souvenir de la façon dont s'est passée la négociation sur les taux d'actualisation ? Parce que dans l'équilibre des avenants ou des protocoles, il y a bien sûr le taux d'actualisation des flux futurs qui est important. Et à l'époque, je crois que les services de l'État proposaient 6,8%, ce qui est un chiffre qui peut être discutable aussi, et qu'au final, on s'est aperçu que dans le protocole, c'était 8%. Donc c'est vrai que pour la contrepartie, ce n'est pas la même chose si on calcule à 6,8 ou à 8%. Et donc à 8%, bien entendu, c'est plus favorable pour les sociétés concessionnaires. Qu'est-ce qui a fait ? Troisième question sur le protocole, c'est pourquoi ce protocole a-t-il été maintenu secret? Parce que tout ce que vous nous dites est plutôt dans un sens favorable pour l'État et pour les usagers. Est-ce que finalement, pourquoi il a été tenu secret et pourquoi il a fallu pas mal de procédures juridiques pour obtenir la communication de ce protocole? Ça a duré 2 ans ou 2 ou 3 ans à peu près avant qu'il soit rendu public. Donc moi, j'avoue que je n'ai pas encore compris quelle était finalement cette motivation. Et les questions sur l'avenir, vous l'avez un peu abordé dans votre propos liminaire, mais effectivement, en tirant les leçons du passé, comment peut-on préparer l'avenir? Et quelle serait votre décision pour la gestion et l'exploitation de ces réseaux autoroutiers si les concessions autoroutières, au lieu de venir à échéance en 2031-2036, de 2031 à 2036, si ça venait dans 3 ans, quelle serait aujourd'hui votre préconisation pour préparer ce renouvellement plus rapide? Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, vous avez la parole pour répondre à ces questions précises de nouveau. Merci, Monsieur le Président. Moi, je n'ai pas fait le calcul à la place de l'autorité de régulation des transports. Je pense qu'on peut supposer que leur calcul est bon. C'est quoi le mécanisme? C'est que quand vous ne faites pas l'augmentation à un moment, le bénéfice des hausses que vous faites plus tard est rapporté à la situation initiale avec un fameux taux d'actualisation. Donc à la fin, oui, les usagers payent plus. Alors, payent plus, on pourrait aussi recalculer avec leur propre taux d'actualisation, qui n'est certainement pas le même que celle des sociétés d'autoroutes. Mais oui, moi je vous le redis, je pense que on a eu ce débat, y compris quand j'ai été ministre des Transports, que certains me disaient il n'y a qu'à geler les tarifs. Je crois même que certains élus aujourd'hui nous proposent d'exiger la gratuité des tarifs. Je veux dire, soit les sociétés concessionnaires décident de renoncer à leurs droits. Je pense que c'est rare qu'une entreprise, y compris vis-à-vis de ses actionnaires, puisse renoncer à ses droits. Soit quand on demande quelque chose, alors on donne autre chose en contrepartie. C'est le principe du droit des contrats. Donc je continue à penser que de vouloir prendre des décisions unilatérales, si elles peuvent à un moment donné apparaître valorisantes, c'est contre-productif dans la durée. Le débat sur le taux d'actualisation, vous savez, c'est des sujets qui peuvent être infinis. Évidemment, le concédant a intérêt à considérer que le taux d'actualisation peut être bas et les sociétés vont faire valoir qu'il y a des tas de risques qu'il s'agit de couvrir. Il y a aussi des conditions financières à prendre en compte sur notamment ce que sont les taux d'intérêt à un moment donné. Moi, ce que je note, c'est qu'évidemment, le point d'atterrissage, il a été sans doute quelque part entre ce que demandaient les sociétés concessionnaires et ce que préconisait l'administration. J'ai l'impression que c'était le point d'atterrissage chez les sociétés concessionnaires. Sur un taux dont je rappelle qu'il a été validé par la Commission européenne, y compris en examinant
toutes les règles, quand la Commission européenne a eu à se prononcer sur ce type de dossier, elle s'est prononcée au titre du respect des règles sur les concessions et elle s'est prononcée au titre des règles sur les aides d'État. Donc, quand elle se prononce sur les aides d'État, elle s'assure qu'on n'est pas en train de donner un avantage à une société par rapport à ce qui est, voilà, les règles normales qui doivent s'appliquer. Donc oui, enfin, je pense que vous avez en tête que dans le programme d'investissement autoroutier dont la discussion avait démarré déjà dans le précédent quinquennat et que j'ai eu à terminer en tant que ministre des Transports, on a fait baisser le taux, enfin moi j'ai fait baisser le taux tel qu'il avait été envisagé dans le précédent quinquennat, notamment en m'appuyant sur l'avis de l'autorité de régulation des transports. Voilà, donc ça montre encore tout l'intérêt d'avoir une autorité de régulation puissante qui permet de challenger aussi les taux d'actualisation qui sont demandés. Mais enfin, ce n'est pas une science exacte, en fait, c'est sujet de taux d'actualisation. Le fait que, au moment, en tout cas, où moi j'ai engagé la discussion sur ce protocole, le taux ait été validé par la Commission européenne, ça ne laisse pas beaucoup de marge pour dire, vous voyez, ce taux est excessif, Bruxelles va nous le rejeter. Bon, ce qui serait une bonne méthode. Voilà. Sur le maintien secret du protocole, moi je suis incapable de vous répondre, parce que ce n'est pas moi qui ai empêché sa publication. Je pense que ça peut créer de la crispation. Ensuite, je pense qu'on peut aussi faire valoir que peut-être il y a des clauses protégées. Je pense que c'est du côté du ministère de l'économie qui avait une réticence à rendre public ce protocole. Je n'ai pas posé la question, pour tout vous dire, à la ministre de l'écologie de l'époque. Je crois que l'idée qui avait été mise en avant par le ministère de l'économie, c'est que ça a un caractère de protocole transactionnel et que, a priori, peut-être même que dans les termes du protocole, il y avait des engagements réciproques de ne pas rendre publics les termes de ce protocole. In fine, tout ce qu'il y avait dans le protocole a été transcrit dans des contrats de concession qui sont parfaitement publics, qui ont été examinés par le Conseil d'État et qui ensuite ont été publiés. Donc voilà, je pense que c'est... Enfin, j'entends bien les interrogations que les directions des affaires juridiques des ministères ont pu porter. C'est certainement un point de vue juridiquement juste. On voit que ça peut créer de la crispation inutilement quand l'ensemble des données du protocole sont par ailleurs publiques. Voilà. Alors, sur la façon dont on peut préparer l'avenir, donc c'est un vaste sujet. Je pense que la première question qu'on peut se poser, c'est de savoir si on pense utile de maintenir un modèle concessif ou si on pense qu'il est la voie par défaut que les services de l'État doivent reprendre la gestion en direct de ces sections d'autoroute. Je pense que c'est important, effectivement, d'avoir en tête que le recours à ces sociétés a permis d'avoir un niveau de service, comment dire, échappant à des régulations budgétaires qui peuvent se produire, et qu'on a de fait un réseau qui n'est pas donc financé par le contribuable, mais par l'usager, qui est sans doute mieux entretenu que le réseau non concédé. Donc, si on pense que c'est important d'avoir en France un réseau assurant une haute qualité de service, ce modèle me semble présenter un intérêt. Ce qui est clair, c'est que de toute façon, ça ne pourrait pas être... Enfin, le principe même des contrats devrait être largement différent, puisque les contrats tels qu'ils ont été conçus à l'origine, les sociétés concessionnaires ont pris un risque trafic. Aujourd'hui, on est sur un réseau mature, et donc je pense qu'on est dans quelque chose qui devrait plus ressembler à un contrat de partenariat que l'intérêt de... Enfin, je ne vois pas quel serait l'intérêt de rémunérer un risque trafic qui est largement réduit par rapport à celui qui pouvait être à l'origine de la création de
ces concessions. Il faut quand même avoir en tête que de temps en temps, le risque trafic, il se matérialise. C'est ce qui s'est passé notamment pendant la crise. C'est ce qui s'était passé après la crise de 2008, où notamment le trafic poids lourd a chuté dans des proportions considérables. Je ne sais même pas s'il a rejoint le niveau qu'il devait avoir aujourd'hui. 10 ans. Ouais, voilà. Il a mis 10 ans pour retrouver le niveau de 2008-2007. Donc ce risque trafic, ça n'est pas simplement un concept. C'est une réalité qui s'est matérialisée après la crise de 2008 et qui s'est matérialisée très violemment, s'agissant notamment dans la crise actuelle où le trafic des VL a été réduit de façon extrêmement drastique. Bon, donc voilà, tout ça pour dire que je pense que ça me semble une piste à creuser, mais en tenant compte aussi de l'enjeu d'acceptabilité, y compris ce que j'évoquais, qui crée beaucoup de crispation sur la géographie qui a évolué et des centaines de milliers de citoyens qui, de fait, empruntent des sections à péage pour se rendre au travail. Donc sans doute il y a des sujets de périmètre à regarder, mais qu'on puisse garder des idées de type de contrat de partenariat avec des engagements sur des résultats en appliquant aussi davantage des principes pollueur-payeur, ça me semble une piste importante à creuser. Merci Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. On va passer à nos collègues sénateurs. Le sénateur Éric Bocquet va prendre la parole en premier. Tu as la parole, Éric. Oui, merci Monsieur le Président. Tout d'abord une remarque, Madame la Ministre. Pas de procès d'intention dans mon esprit, mais j'ai eu un coup de fil de votre cabinet lundi soir. Alors je sais que c'est une pratique que vous avez de manière systématique quand vous allez être auditionné, pour me demander si je serais présent et quel type de questions je souhaitais vous soumettre. Alors autant pour une séance de questions orales du mardi matin ou des questions d'actualité, je peux comprendre la démarche, mais là nous sommes dans une commission d'enquête et j'ai été un peu interloqué, je vous le dis, sans agressivité, mais par cette démarche que j'ai trouvée déplacée. Deuxième question, mais je crois que vous avez commencé à répondre dans ce que vous venez de dire, une question très globale. Avec le recul de 14 années depuis la privatisation, est-ce que vous considérez que la privatisation des autoroutes a été une bonne affaire pour l'État et donc les citoyens, effectivement, parce que l'État et les citoyens, c'est la même chose, d'un point de vue financier, d'un point de vue de la qualité du réseau, du point de vue de la transparence et du point de vue de l'usager? Alors, chacun a ses options sur l'avenir qu'on vient d'évoquer, mais bon, la gestion privée des concessions autoroutières n'est pas le modèle universel absolu. Nos voisins britanniques ont une autre façon de fonctionner. C'est géré par une entité publique, financée par l'impôt, etc. Voilà. C'est une question de choix. C'est un choix politique au sens profond du terme. Mais vous avez commencé à répondre un peu. Ensuite, sur votre CV, j'ai, sans concertation avec le rapporteur, compulsé votre CV qui est foisonnant et effectivement été interpellé aussi par cette année passée entre juin 2007 et juin 2008 comme directrice des concessions d'Eiffage. Donc ça ne peut pas être anodin dans notre travail, vous le comprenez aisément, le rapporteur l'a évoqué. Mais est-ce que vous pourriez préciser quelles étaient vos fonctions exactes en tant que directrice de la concession chez Eiffage, quelles étaient vos missions, pourquoi êtes-vous parti au bout d'une année? Enfin, j'étais un peu surpris de cette brève période, une seule année comme à ce poste, important j'imagine. Et voilà, encore une fois, pas de procès d'intention, mais si d'aventure demain, la privatisation d'Aéroports de Paris trouvait comme candidat preneur le groupe Eiffage, quelle pourrait être votre position dans ces négociations, ces discussions, puisque c'est directement dans votre périmètre de responsabilité? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un risque de conflit d'intérêts? Voilà. Et dernière chose, on a évoqué le rapport de l'autorité de la concurrence de septembre 2014, qui a formulé des recommandations très précises pour améliorer les choses en matière de transparence, etc. Est-ce que les recommandations formulées dans ce rapport ont toutes été mises en œuvre par les autorités? Merci. Bien, Madame la Ministre, je vous cède la parole pour... Merci, Monsieur le Président. Je suis désolé que vous ayez été choqué, mais vous voyez, on est en train d'évoquer des sujets qui remontent à l'année 2008, voire avant.
Donc, je pense que mon cabinet demande sur quel sujet vous voulez poser des questions, si vous voulez avoir des réponses précises, parce que je peux aussi ne pas le savoir et puis vous dire que je ne m'en souviens plus. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure chose pour les débats. Hein. Mais en tant que ministre de la Transition écologique, je peux vous assurer que j'ai un agenda bien rempli. Et si vous me prenez à brûle-pourpoint pour me parler d'un sujet d'il y a 10 ans ou 15 ans, peut-être que je vous y réponds mieux si je l'ai préparé. Mais si vous préférez que je vous réponde spontanément, on peut aussi le faire. Je ne suis pas sûr que... Mais bien sûr, monsieur le sénateur, et j'ai tout en tête instantanément, y compris le TRI qui a été pris en compte pour la négociation des contrats. Je vous remercie de la confiance que vous m'accordez. Alors, madame la ministre. Est-ce que la privatisation a été une bonne chose? Je ne pense pas, malgré toutes les fonctions que j'ai pu occuper, que je sois la mieux à même pour en juger. Ça n'est pas le ministère de la Transition écologique, ni même le ministère des Transports, fonction que j'ai pu assurer, qui a porté la privatisation des sociétés d'autoroutes. Donc ceux qui sont les mieux placés pour dire si finalement les recettes que l'État en a retirées sont bien à la hauteur de la valeur des actifs, c'est le ministère des Finances. Moi, je ne vais pas me lancer Enfin, je ne dispose ni des analyses qui étaient faites à l'époque, ni du recalcul qu'on pourrait faire aujourd'hui. Ce que je pense, c'est que dans le principe, au-delà de savoir si c'est une bonne affaire, moi, je pense que ça n'a pas été une bonne idée. Je pense que ça n'a pas été une bonne idée parce que je pense que ça n'est pas banal dans un pays dont le Code de la voirie routière dit que l'utilisation du réseau routier est en principe gratuit mais qui peut souffrir des exceptions sur des sections à péage. Donc forcément, ça pose la question de à quoi sert le péage. Le péage, il sert à développer, à entretenir l'infrastructure, mais forcément, à un moment donné, il sert aussi à donner une certaine rentabilité à la concession. Et je pense que sans doute les automobilistes seraient plus convaincus de l'intérêt du péage qu'ils versent si, comme c'était le cas à l'époque, ce péage servait à financer, par exemple, des investissements dans le transport ferroviaire. Donc je pense que ça nuit à l'acceptabilité du péage. Et je pense par ailleurs que, pour le coup, je suis vraiment convaincu qu'il y a eu une erreur de ne pas changer les contrats avant de changer les actionnaires des sociétés concessionnaires. Je pense qu'on aurait dû, à l'époque, revisiter les contrats avant la privatisation. Alors, sans doute, on aurait du coup verrouillé davantage les contrats et peut-être qu'on aurait retiré moins de recettes. Mais je pense qu'on s'épargnerait tous les débats qui sont intervenus depuis sur la surrentabilité des concessions ou le surprofit qu'ont pu faire les sociétés qui ont bénéficié à l'époque de ces privatisations. S'agissant de la qualité du réseau et du service rendu aux usagers, je pense que pour le coup, de ce point de vue-là, ça n'est pas critiquable. Je pense que le travail est bien fait par nos sociétés concessionnaires, qu'on a un réseau qui est bien entretenu. Je ne vais pas me prononcer dans le détail, surtout que je n'ai pas eu votre question à l'avance sur l'entretien de telle ou telle section, mais je pense que globalement, les usagers du réseau autoroutier concédé français peuvent quand même noter qu'on a un réseau qui est de bonne qualité. Moi, je souhaiterais, vous voyez, qu'on ait des aires de service de la même qualité sur le réseau non concédé, qu'on arrive à développer à la même vitesse des infrastructures de recharge. Aujourd'hui, ce n'est pas très facile à faire, donc ça montre que ça peut être utile d'avoir des acteurs qui ont un peu plus de marge de manœuvre, de capacité, y compris à investir pour faire des économies en fonctionnement, ce qui n'est pas complètement le modèle du réseau non concédé. Alors ensuite, vous me posez la question de mon passage chez Eiffage. Je vous réponds très simplement, monsieur le sénateur. Soit on porte le modèle qu'il y a deux mondes, le monde de l'administration d'État, dans lequel tous les gens doivent faire l'ensemble de leur carrière, que les ministres ne doivent jamais connaître le monde de l'entreprise. Ce n'est pas ma vision, vous voyez. Je suis persuadé que, y compris, je le redis, pour les fonctionnaires de mon administration, je pense que c'est bien qu'ils aillent voir de temps en temps ailleurs. Ensuite, évidemment, il y a des délais qui sont prévus par les textes et il faut les appliquer. Et mon passage en 2008 chez Eiffage, je pense que sur la question avait été posée dans le journal, comme ça se passe souvent maintenant,
de la nécessité que je me déporte ou non sur l'attribution sur la mise en concurrence de la section concédée de la route Centre-Europe Atlantique. Moi, je me suis tournée vers les gens dont c'est le métier, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui ont dit que non, compte tenu du délai passé. Vous savez, on n'est pas marqué à vie quand on a quitté des fonctions, qu'on n'a plus d'intérêt dans une société depuis 10 ans. Ben, je pense qu'on peut retrouver son indépendance de pensée. En tout cas, c'est ma façon de voir. Pourquoi vous avez quitté au bout d'un an? Question sur le délai assez court pour lequel vous êtes resté chez FH pendant un an. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti aussi rapidement? Enfin, on peut appeler ça pudiquement des accords stratégiques avec le président. En fait, c'était une époque où l'organisation était en train d'évoluer. Moi, je suis arrivé sur un certain contrat. Entre-temps, le président de l'époque, qui avait passé la main à un directeur général, a décidé de se séparer du directeur général et de reprendre la totalité de la fonction. Donc moi, j'ai considéré que ce n'était plus le cadre qui avait été prévu initialement. C'est des choses qui arrivent dans des entreprises privées, en fait. C'est des accords stratégiques. Bien. Bon, merci, Madame la Ministre, de vos réponses précises. Je vais demander à notre collègue qui est dans son bureau, bien installé, Alain Fouché, de nous poser ses questions. Alain, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis très bien installé dans le département de la Vienne, que connaît bien Madame la Ministre. Madame la Ministre, bon, je voudrais intervenir sur plusieurs points. En 2005, moi, je siégeais déjà au Sénat. Et la privatisation des autoroutes, étant dans la majorité présidentielle, on n'a pas forcément mesuré toutes les conséquences, on n'a pas forcément été informé de toutes les conséquences. Je considère pour ma part que c'est une erreur majeure de M. de Villepin, qui était faite naturellement pour faire des rentrées d'argent. Voilà, des rentrées d'argent. Et tout ça, c'est, on vend les bijoux de famille un petit peu, puis après on voit les conséquences. Le deuxième point, excusez-moi, mais je suis un peu surpris des questions que vous posez à Madame la Ministre, notamment sur son parcours. Il se trouve que moi, je la connais. J'ai connu comme préfète de la région Poitou-Charentes. Ensuite, j'ai fait des rapports sur la sécurité dans les transports en commun et que je l'ai vu, notamment en ce qui concerne le métro. Bon, est-ce qu'on veut avoir des gens qui dirigent la France qui viennent de la fonction publique totale et qui n'ont aucun lien avec le privé? Vous trouvez que c'est bien ça? On a des exemples catastrophiques de gens qui passent par les grandes écoles, toutes ces grandes écoles, hein, par l'ENA, etc., et puis qui ne font que ça et qui n'ont aucune notion du territoire, qui n'ont aucune notion d'entreprise. Je vais vous dire que, je donne deux exemples. Dans le département de la Vienne, on a amené un Center Park. Center Park, Madame Borne était préfète. Et Center Park, c'est du privé, hein. C'est privé complètement. Et l'expérience qu'elle avait dans le public, puisqu'elle était, sauf erreur de ma part, chargée de l'urbanisme de la ville de Paris, fait qu'elle avait un réseau extraordinaire, qu'elle nous a permis d'aider à réaliser le Center Park en passant par-dessus plein de méandres de l'administration qui voulaient bloquer tout ça. Parce qu'un Center Park en pleine campagne, il y avait des Parisiens, des artistes qui ne voulaient pas ça, etc. Deuxièmement, j'ai travaillé aussi, en ce qui concerne, j'ai fait un rapport sur la sécurité dans les transports en commun. Il y a une très grande écoute, notamment les caméras boutons, etc., etc. Donc, je dis simplement qu'on ne peut pas asticoter quelqu'un parce qu'il est passé dans le privé et qu'après, il est dans le public. Au contraire, c'est une richesse. On ne va pas avoir que des gens du public pour gérer la France. Il y en a marre de ça. Que les gens fassent les deux, c'est très bien. Voilà ce que je dis ce que je pense. Je connais la personne, je connais son honnêteté, et sa probité, et je dis que sur le fond, c'est très bien. J'en ai marre d'avoir que des Parisiens fonctionnaires qui dirigent la France et qui ne connaissent pas ce qu'est le territoire. J'ai le souvenir d'une ministre de l'aménagement du territoire, qui est Madame Lebranchu, qui était entourée de plein de conseillers qui parlaient d'aménagement du territoire de la France. Avec Jean-Pierre Raffarin, on a été voir tous les conseillers autour. Ils étaient tous de Paris. Il n'y avait aucun de la province. Donc je dis les choses comme je le pense. Troisième point, des questions de Madame Royal. Bon, chacun connaît le statut particulier de Madame Royal. Il se trouve qu'elle était présidente de région dans la région où j'étais et que naturellement le caractère fait que souvent elle prenait des décisions seule et que là-dessus personne ne pouvait en empêcher.
Autre point, et après j'ai vu, Madame Borne, les améliorations que vous avez essayé d'apporter. Vous avez tout à l'heure évoqué les demandes que vous formulez en matière de bornes de recharge, etc., parce que ces compagnies autoroutières gagnent plein de fric, hein, c'est clair, elles font beaucoup d'argent. Enfin, ma dernière question, en fait, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, c'est pour l'avenir, toutes ces réactualisations de contrats qui demandent des années, est-ce qu'on a une idée des coûts globaux que ça pourrait représenter pour l'État? Voilà ma question, après avoir dit un certain nombre de points que je tenais à souligner parce que je suis un élu de terrain et voilà. Merci beaucoup Alain de ton témoignage. Bon, je rappelle tout simplement que Madame la ministre n'est pas du tout remise en cause dans l'honnêteté, dans sa probité, et on connaît effectivement ses états de service. Nous les connaissons tous. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Sénateur. Je me réjouis que vous soyez dans la Vienne, qui est un département que je connais bien et que j'apprécie. Et peut-être juste rajouter en complément, je pense que c'est très important. Enfin, moi, j'ai énormément appris en tant que préfète de Poitou-Charentes, et je pense que c'est une bonne chose de ne pas passer sa vie au sein du périphérique. Je pense que ça montre la réalité de ce qu'est notre pays, et je pense que ça aide à prendre aussi des bonnes décisions. Sur ce patrimoine des sociétés, des concessions autoroutières, je pense que ça sera, quand l'État en reprendra la propriété, à voir ensuite comment on le gérera, une richesse. Ça doit représenter 150 milliards, je crois 150 milliards d'euros, la valeur du patrimoine de ces... 150. Voilà. Donc c'est effectivement un patrimoine considérable. Ça pose la question de des moyens qu'on consacre à bien piloter des concessions sur des enjeux aussi importants. Je pense que on serait en Angleterre, puisque des modèles ont été évoqués. Sans doute, il y aurait beaucoup plus de fonctionnaires avec beaucoup plus de conseils pour faire ce travail. Je pense que du coup, quand je disais que j'étais favorable à un régulateur, c'est que je pense que ça vient compléter les ressources qui sont consacrées à bien comprendre l'économie des contrats et à mener les bonnes négociations. Mais je crois qu'au regard de l'enjeu que ça représente, c'est vrai que si on se compare à ce qu'il peut y avoir dans d'autres pays, et au-delà de la qualité des individus, et j'ai entendu le président de l'autorité de régulation demander plus de responsabilité, mais peut-être dans des termes, et je tiens à le dire, que je trouve un peu blessant pour les fonctionnaires de mon ministère qui gèrent ces dossiers. Je pense qu'on a des gens de grande qualité. Sans doute, ils pourraient être plus nombreux et disposer de plus de moyens. Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à Olivier Jacquin et ensuite Jean-Raymond Hugonnet. Merci Président. Madame la Ministre, la question que j'avais l'intention de vous poser était relative à l'avenir. Ce qui m'intéresse particulièrement, mais votre réponse sur cet épisode de 2015 me laisse vraiment sur ma faim. À la limite, vous êtes tranquille puisque vous étiez directrice de cabinet, donc non responsable en tant que telle. Moi, j'attendais bien plus de précisions sur les enjeux des négociations, quels étaient les rapports de force, quels ont été les points finaux de négociation et les arbitrages rendus à quel niveau précisément. Je pense qu'on est dans une commission d'enquête. On peut, contrairement à nos autres auditions où il faut savoir interpréter une non-réponse et s'en contenter, les considérant que c'est un fait politique, dans cette commission d'enquête, j'estime que nous avons droit à des détails, ce qui vous a été demandé par le rapporteur tout à l'heure, sur comment s'est passée précisément cette discussion. Quels ont été, je suis en train de me répéter, donc ça ne sert à rien, je crois que vous avez parfaitement compris la question. La question que je voulais vous poser, donc seconde question, sur la prospective, je suis effaré de notre culture administrative française et de son incapacité, en l'état actuel du droit des contrats, à opérer des contrôles efficaces et
efficient. Et je parle là des différents ministères. On a un imbroglio de responsabilité, comment dire, au cours d'une négociation, la discussion passe d'un ministère à l'autre. Pour l'exécution des contrats, on a compris que c'était la DGITM, mais au départ c'est Bercy. J'ai entendu une responsable juridique de Bercy avouer qu'elle estimait le rapport de force entre le concédant et les concessionnaires totalement déséquilibré en termes de droit. C'est-à-dire, la puissance publique n'a pas les capacités du contrôle. Et un ancien ministre nous a cité le problème du suivi des archives. C'est trivial pour des milliards d'euros négociés sur le fait que les archives n'étaient pas gérées de manière consolidée et qu'en face, les concessionnaires que votre expérience vous permet de connaître, eh bien, en jouent très largement. Et cette absence de capacité de contrôle forte, on la retrouve encore aujourd'hui. La seule solution, c'est d'externaliser ça à des autorités indépendantes. On en a une de qualité, mais je m'interroge beaucoup sur cette culture du contrat et l'idée de les pérenniser sans avoir fait évoluer cette culture du contrôle. Je citerai un exemple qui est non pas de l'époque où vous étiez dans une SCA ou directrice de cabinet, mais sur le suivi, par exemple, de l'état des lieux des concessions. Eh bien, nous avons appris que l'état des lieux qui devait être effectué ne l'était pas, et les points d'étape ne sont pas suivis. Je ne comprends pas ça. Ma question de prospective, et j'en resterai là, sur l'avenir, je viens de dire un petit peu ce que je pensais de l'avenir, mais dans la loi d'orientation des mobilités sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, Madame la Ministre, vous étiez au banc. Une idée avait été émise, portée par un député qui s'appelait Djebari, qui avait repris l'idée de l'Association des ingénieurs des ponts, d'un dispositif permettant d'anticiper la fin des contrats, de s'endetter dès maintenant dessus pour financer les infrastructures de transport. Je voudrais vous redemander, après la LOM, aujourd'hui dans ce contexte, ce que vous pensez pour l'avenir de ce dispositif. Et là, vous avez laissé entendre que vous étiez plutôt favorable à un nouveau contrat de concession plutôt resserré, mais je vous ai dit ce que je pensais des capacités de contrôle. Donc comment faire pour que le droit du contrat soit respecté, mais l'intérêt général dans des contrats aussi déséquilibrés financièrement, et l'autorité de la concurrence l'a montré, soit éventuellement mieux pris en compte. Merci Olivier. Madame la Ministre, qu'avez-vous à nous dire sur les appréciations de la capacité de contrôle? Vous avez rendu hommage tout à l'heure aux fonctionnaires. Donc, oui, enfin, je vous laisse la parole. Merci Monsieur le Président. Je pense qu'au regard de plusieurs choses. D'abord, il y a un moment, il y a des contrats dont je redis qui datent des années 60 ou 70. Vous pouvez mettre des gens aussi nombreux, aussi appuyés par des conseils que vous voulez. Soit on considère qu'en France, on peut s'asseoir sur un contrat, soit on finira par appliquer les contrats. Ce qui a un caractère assez frustrant, mais la réalité, elle est là, vous voyez. Donc, je pense que quand on interroge ce contenu de contrat, oui, ce sont des contrats conçus dans les années 60-70, et on ne ferait plus la même chose aujourd'hui. Moi, j'en retiens, et je dis ça, et je sais que ça va agacer les concessionnaires, que c'est bien d'arriver au terme de ces contrats. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres contrats, et je pense qu'il faut arriver au terme de ces contrats, les solder et passer à autre chose. Parce que sinon, on continuera à traîner ce péché originel de contrats trop anciens, passer avec des sociétés publiques qui sont désormais des contrats avec des sociétés privées. Et voilà, toutes ces interrogations et ces débats continueront à revenir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il en est de la rentabilité? Et je sais que l'autorité de régulation des transports va avoir à se pencher sur le sujet. Qu'est-ce qu'il en est de la rentabilité de la concession sur toute sa durée? Qu'est-ce qu'il en est de la rentabilité de la concession depuis sa privatisation? Qu'est-ce qu'il en est de l'opération de privatisation?
Et qu'est-ce qu'il en est de la rentabilité des fonds propres investis par ceux qui, avec des effets de levier, ont acheté à l'époque les sociétés privatisées? Je suis incapable de vous répondre. Je pense que c'est des bonnes questions. J'espère que l'autorité de régulation des transports pourra répondre à toutes ces questions. Je crois que l'autorité de la concurrence, que je pense que vous avez auditionné, a depuis reconnu que sa lecture qui était « je prends l'excédent d'exploitation une année donnée » n'était sans doute pas la bonne méthode. Une concession, la rentabilité d'une concession, ça ne s'apprécie pas sur une année. Mais du coup, une fois qu'on a dit ça, on doit donc rechercher différents indicateurs, la rentabilité depuis l'origine, la rentabilité depuis la privatisation, la rentabilité de l'opération de privatisation. Voilà, moi je ne suis pas en mesure de vous répondre. Et pour revenir à la capacité des fonctionnaires, je pense qu'on gagnerait à s'outiller davantage. Je pense que les fonctionnaires, ils font du mieux qu'ils peuvent, qui font des contrôles sur place, sur pièce, qui font des audits. Est-ce que ça pourrait... Enfin, on serait en Grande-Bretagne, on aurait beaucoup plus de contrôles, beaucoup plus de moyens et beaucoup plus d'audits. Voilà. Merci Madame la Ministre. Jean-Raymond Hugonet, notre collègue. Je voudrais avoir des réponses à mes questions, notamment sur la première que j'ai posée, sur que s'est-il passé précisément dans la négociation de 2015. Puisque je reprends la parole, vous me dites on serait en Angleterre, on aurait plus de moyens de contrôle. Dans la loi Nouveau Pacte ferroviaire, je vous ai interrogé, vous étiez ministre, vous étiez responsable, sur cassant le monopole de ferroviaire de SNCF, de combien d'agents vous alliez recruter pour effectuer votre rôle d'État stratège et garant. Je n'avais pas eu de réponse à l'époque. Et quand je parle, je ne suis pas en train d'accuser les fonctionnaires, j'ai parlé de notre culture administrative française et du système qui prévaut dans notre pays. Quelque part, votre réponse à ce niveau me conforte dans l'idée qu'on n'y est pas et que demain, envisager de nouveaux contrats dans des conditions comme celle-là, ce n'est pas possible. Quand vous nous dites qu'on ne connaît pas la rentabilité des concessions autoroutières, alors il ne faut pas concéder. On ne peut pas concéder un objet dont on ne sait pas ce qu'il vaut ou dont on ne sait pas ce qu'on estime qu'il vaut. Ça ne peut pas marcher. Monsieur le sénateur, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je pense qu'à un moment donné, quand on fait un contrat de concession, ça repose sur des hypothèses de trafic, ça repose sur des hypothèses d'inflation, ça repose sur des hypothèses de taux d'intérêt. Bien évidemment, les fonctionnaires, à l'instant T, quand ils mènent des négociations pour les nouveaux contrats, ils ont tous ces paramètres, ils sont appuyés par des conseils et ils négocient ces contrats avec des outils. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que refaire l'historique d'une concession qui date des années 60, ce qui est une question intéressante, mais ces concessions, c'est devenu... Enfin, ces contrats de concession avenantés je ne sais combien de fois pour y rajouter d'abord des sections par adossement, puis ensuite des travaux par avenant, c'est des monstres. Ces contrats, ce sont des monstres. Et quand on relira, enfin, si on essaye de... Je dis que essayer de refaire l'histoire de ces contrats qui ont doublé de durée et dont le périmètre a considérablement changé, je souhaite bien du plaisir à ceux qui vont se pencher sur le sujet. C'est extrêmement compliqué. Et donc je pense que cette méthode n'est pas la bonne, ou en tout cas n'est plus la bonne. Voilà. Pour répondre à votre question, je ne vois pas bien le rapport avec la SNCF, je me permets de vous le dire. Je ne vois pas bien le rapport. On a un opérateur SNCF Réseau qui est en monopole, et on a des régions qui mettront en concurrence. Et on a par ailleurs une autorité de régulation, du reste la même, qui pourra s'assurer que ça se fait dans des bonnes conditions. Sur le contrat de 2015. Je ne sais pas très bien ce que vous attendez de ma réponse. Je crois que je vous ai refait les termes de départ, à savoir un contentieux pendant sur une augmentation unilatérale de redevances domaniales, un plan de relance autoroutier qui avait été négocié, qui prévoyait des travaux, qui avait reçu l'aval de la Commission européenne qu'il s'agissait de faire atterrir, entre-temps un gel des tarifs. La négociation, elle a visé, et c'est ce que fait le protocole, à acter qu'on allait mettre en œuvre le plan de relance autoroutier voulu par le président de la République dans les meilleures conditions possibles pour les concédants
en s'appuyant sur l'avis rendu par la Commission européenne, avec, je le redis, des taux d'actualisation validés par la Commission européenne, ce qui n'est pas forcément la meilleure façon de dire qu'il va falloir renégocier tout ça, d'obtenir que les sociétés concessionnaires ne partent pas en contentieux sur la redevance domaniale, de traduire les conséquences du gel des tarifs décidés en 2014, et puis d'obtenir quelque part le maximum en profitant de la pression de l'opinion, ce qui est le principe de ce versement volontaire accepté par les sociétés concessionnaires. Voilà, et la discussion, elle a porté autour de ces éléments. Bien, merci Madame la Ministre. Sur le contrôle, on a quand même le sentiment, depuis que maintenant nous travaillons, notre commission d'enquête travaille, qu'il y a un avant 2015, avec sans doute une relation déséquilibrée, mais avec un rééquilibrage depuis 2015 sur notre capacité à évaluer le contrat et comment il court, comment il est abordé des deux côtés, en fait. On a le sentiment, véritablement, alors on n'a pas nos conclusions définitives, mais qu'il y a l'avant et l'après 2015 dans ces relations contractuelles. Je pense que c'est précieux, d'abord, que d'avoir introduit des clauses qui disent que la durée de l'avenant peut être réduite si la rentabilité est plus importante que prévu. C'est quelque chose de très important. Je pense que la création d'une autorité de régulation, c'est quelque chose de très important. Ça donne un appui pour pouvoir mener des négociations. Je pense peut-être utile de préciser que le rôle de cette autorité de régulation, il ne faut pas non plus se tromper de rôle. L'autorité de régulation, elle est là pour vérifier... Non, je dis ça parce que je sais que le président de l'autorité de régulation... est très intéressé par une extension de son rôle. Et moi, je défends les régulateurs, et il le sait très bien. Je ne suis pas sûr que son rôle soit de juger de la pertinence d'un échangeur complémentaire négocié dans le précédent quinquennat sur la base d'une doctrine beaucoup plus sévère que celle du Conseil d'État. Là, je pense que l'autorité de régulation n'est pas dans son rôle. Je le dis parce que je vois aussi ce que peut faire la CRE dans le domaine de l'énergie. On a un régulateur puissant, rodé, qui est très précieux, évidemment, pour faire évoluer des tarifs, pour nous aider sur des appels d'offres, sur des énergies, mais qui est bien dans son rôle. Il y a le rôle de l'État, du gouvernement, de l'administration, il y a le rôle du régulateur qui doit être de guider, justement, de s'assurer du bon équilibre de ces contrats, et je pense que c'est important que chacun reste dans son rôle. Bien, maintenant, je donne vraiment la parole à notre collègue sénateur Jean-Raymond Hugonet. Merci, Président, Madame la Ministre. Il se trouve que je suis sénateur de l'Essonne et que depuis 20 ans, en tant qu'élu local, nous traînons ce sujet tel un boulet, un fardeau. Voilà le sujet qui nous tient aujourd'hui, et notamment s'agissant, mais vous connaissez bien ce sujet, du péage de Dourdan. Alors si j'étais, j'allais dire mauvaise langue, non. Si je regardais les choses de façon concrète, je dirais que ce n'est pas un péage, c'est une tirelire, et que ce qui se pratique auprès des usagers est un racket. Ce péage est très clairement le péage le plus inique de la région parisienne, situé le plus proche de la capitale, et sincèrement, celui-ci, il reste en travers de la gorge de tous ceux qui l'empruntent aujourd'hui, mais ça, vous le savez parfaitement. En revanche, depuis 20 ans maintenant que nous traînons ce boulet, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec un certain nombre de ministres, et je ne vais plus les compter, ou de secrétaires d'État, et je dois dire, sans flagornerie, que vous êtes de loin celle qui a la vision la plus claire sur les choses, et qui l'énonce en quelques termes, de façon très claire. Et là, à l'instar, enfin, à contrario de mes collègues qui tout à l'heure vous taquinaient un petit peu avec votre parcours, puissions-nous avoir chacun le même parcours professionnel, chers collègues, c'est certainement ces quelques casquettes sur la tête qui vous permettent d'avoir cette vision aussi claire, et notamment celle qui n'a pas été citée, que vous avez citée, de préfet.
qui est à mon sens certainement, en tout cas en termes de défense des intérêts de l'État, la plus forte. Vous avez dit les 4 problèmes suivants. L'acceptabilité du péage. C'est un vrai sujet. L'absence de recalage périodique de la concession. Parce qu'il est bien là, le problème, et pas ailleurs. La nécessité d'une régulation forte. Et puis, vous l'avez dit, encore une fois sans terme polémique, mais au moment où il y a eu une privatisation, il n'y a pas eu de révision des contrats, et ça, c'est une erreur majeure. Je veux dire là aussi à mes collègues, et je le dis de façon encore plus libérée, l'administration la fustige, pourquoi pas? Mais l'administration, quand on lui laisse la bride sur le cou, ou quand le politique n'est pas à la hauteur, là, il y a un problème. Parce que ce sujet-là, il est politique, il n'est pas administratif. Pourquoi les contrats n'ont pas été revus avant la privatisation? Ce n'est pas la faute de l'administration, mais du politique. Et j'en parle à l'aise. Alors, mes 2 questions, elles sont très simples. La première, avec la vision globale qui est la vôtre, quelle serait, à votre avis, l'architecture de cette régulation forte? Relativement précisément, si vous pouvez consacrer quelques minutes à cette réponse, parce que vous l'appelez de vos vœux également, donc je pense que vous avez peut-être déjà, vous l'avez esquissé, mais peut-être de façon un peu plus précise. Et la deuxième, excusez-moi, c'est le local qui pose la question. Proposeriez-vous une solution pour cesser ou atténuer le racket du péage de Dourdan, qui, sincèrement, je peux entendre qu'en France, la signature de l'État, on la respecte, une convention, on la respecte, et un contrat, on la respecte. Mais alors que notre pays traverse une crise grave, que notre pays tient à bout de bras des entreprises sous le coup du déficit monstrueux, puisque le PLFR 3 va arriver, on en est globalement à 500 milliards, je dis ça sous le regard bienveillant et l'ombre tutélaire de Saint-Louis, qui en termes de saine gestion s'y entendait. Je pense qu'à un moment donné, on peut mettre autour de la table les grands groupes qui sont ceux concessionnaires, tout en respectant un contrat, mais en faisant comprendre qu'en France, on va arrêter, surtout après un épisode des Gilets jaunes, de se servir du contribuable comme une vache à lait, ce qu'il est tous les matins à Dourdan et tous les soirs quand les gens reviennent du travail. Merci de ces questions précises, Madame la Ministre, et des commentaires et des appréciations. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. En fait, la régulation, elle dépendra de la forme qu'on choisira aussi pour les contrats. Moi, je pense que il y a des contrats ce qu'on appelle des contrats de partenariat, c'est-à-dire dans lequel il y a une rémunération pour un service rendu sur la base d'indicateurs de qualité exigeants. Je pense que ce modèle est intéressant, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'il fait disparaître tout péage, puisque dans ce cas-là, le prestataire, on va dire, peut très bien collecter pour le compte de l'État un péage. Moi, je pense que, compte tenu de la maturité du réseau, je ne vois pas bien l'intérêt de faire peser un risque trafic dans des prochains contrats. Dès qu'on met un risque, on le paye. Et je pense que, finalement, des phénomènes aussi atypiques que la crise qu'on est en train de vivre, alors c'est vrai qu'il y a eu la crise de 2008, finalement, peut-être l'État pourrait considérer qu'étant son propre assureur, il a intérêt à les assumer et que ça évitera de payer le risque trafic qui serait donné à des futures sociétés contractualisant avec l'État. Mais après, on a des tas de modèles dans le monde de contrats, et par exemple l'Allemagne a des différents types de contrats, soit avec risque trafic, soit simplement de contrôle de la qualité de l'exécution par la société privée. Donc je peux vous assurer qu'ils sont nettement plus riches que le niveau de contrôle qui est prévu dans nos contrats de concession aujourd'hui. C'est des indicateurs précis sur des batteries de critères de qualité, voilà, comme on ne l'imaginait pas dans les années 60.
Sur le point que vous soulevez, hein, ça renvoie à ce que j'évoquais, sur le fait que les barrières de péage, elles ont été placées à des époques où les modes de vie et de déplacement n'étaient pas les mêmes. Donc moi, je suis vraiment sensible, hein, et je pense que c'est un sujet qu'on rencontre aux abords de beaucoup de métropoles, qu'un certain nombre de barrières de péage sont trop proches, sont placées de telle sorte que beaucoup d'automobilistes doivent emprunter des trajets à péage pour se rendre au travail, dont on voit bien que ça n'est pas facilement compréhensible. Voilà, donc je pense que cette réflexion, il faudra qu'on l'ait. En tout cas, il faut qu'on l'ait en tête pour l'avenir. C'était le sens de ce que, pour le coup, j'avais demandé aux sociétés concessionnaires en termes d'abonnement, de consentir une réduction, je crois, de 30% pour tous ceux qui faisaient plus de 10 allers-retours par mois. Voilà. Bon, donc c'est une façon d'atténuer le désagrément. Je pense qu'aujourd'hui, idéalement, on pourrait penser qu'il s'agit qu'on pourrait imaginer des modèles dans lesquels le trafic local n'acquitterait pas le péage. Tous les pays européens sont confrontés à ce problème. La Commission européenne a fait des ouvertures sur le sujet qui n'existent pas aujourd'hui. Mais je pense que c'est quelque chose d'important. Si on veut pouvoir avoir des systèmes où on fait payer l'utilisateur en transit, en évitant effectivement le caractère irritant pour les utilisateurs locaux. Donc je pense que c'est aussi des choses qu'il faut qu'on creuse. Merci Madame la Ministre. Avant de redonner la parole au rapporteur, une petite question par rapport à la proposition de la Convention citoyenne et des 110 km. Alors je ne veux pas le sortir du contexte, mais le 110 km/h n'est-il pas un risque trafic ou un risque du renoncement au paiement, puisque en face du paiement, de l'acceptation du péage, il y a le gain de temps. Est-ce que vous ne pensez pas, quel est votre regard? On est loin d'avoir la décision, mais quel est votre regard sur cette proposition de la Convention citoyenne? Peut-être vous redire mon souhait, vraiment mon attachement à ce qu'on ne réduise pas les propositions de la Convention à quelques mesures. C'est, je pense, ce qu'on doit à ces 150 citoyens qui ont fourni 9 mois de travail acharné et qui ont voulu vraiment porter une vision globale de la façon dont on peut répondre aux défis qui leur étaient posés, de réduire d'au moins 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Pourquoi ils ont mis cette proposition en avant? C'est parce que les études, en tout cas ce qu'ils ont pu en entendre, et je pense que c'est bien le cas, montrent que si vous baissez la vitesse, vous réduisez les émissions de gaz à effet de serre. Donc ils sont dans leur rôle de dire, voilà, pourquoi ne pas utiliser ce levier? Ils sont conscients, évidemment, ils étaient conscients dans la Convention que c'était quelque chose qui posait un problème d'acceptabilité. Et c'est une des mesures qui a été votée à 60%. Alors ça peut paraître beaucoup. Ça veut dire que c'est vraiment des votes partagés, les autres étant, en dehors de celle qui a été rejetée sur les 28 heures par semaine, à plus de 90%. Donc les citoyens sont conscients de ce débat. Moi j'ai échangé avec eux, ils sont conscients que ce n'est pas évident, mais ils disent, mais notre responsabilité, maintenant qu'on a pris conscience de l'urgence, c'est de faire des propositions fortes. L'ADEME, pour répondre à votre question, et d'un point de vue strictement environnemental, et je ne suis pas du tout en train de dire que le gouvernement va s'appuyer sur cette proposition des citoyens, est en train de refaire le bilan, y compris en tenant compte des éventuels détournements de ceux qui pourraient du coup se dire, et on sait déjà, monsieur le sénateur Fouché le sait bien, qu'il y a beaucoup d'utilisateurs des réseaux routiers qui chantent des autoroutes à péage pour privilégier des itinéraires gratuits. C'est comme ça qu'on a fait l'autoroute A10, et puis qu'à la fin, on a dû aménager la RN10, parce que faire plus long et payant, c'est un peu dissuasif. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse effectivement de toute façon attention aussi à ces aspects-là, mais on aura un bilan global de ces éléments. Merci. Donc je redonne la parole à notre rapporteur Vincent Delahaye.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour vos réponses et votre participation à cette audition dans le cadre de notre commission d'enquête. Moi, j'avoue que bon, il y a un certain nombre de points que vous nous avez apportés qui sont intéressants pour la progression de notre réflexion et la réflexion collective, parce que ce qu'on veut faire ici au Sénat, c'est participer à cette réflexion collective et apporter des éléments aussi pour le concédant, pour le régulateur, et tout ce que vous avez dit sur ces sujets me paraissent très intéressants. Alors, je voudrais simplement rebondir un tout petit peu sur la question posée par mon collègue de l'Essonne, Jean-Raymond Hugonnet, et insister un petit peu dans le sens de ce que vous avez dit d'ailleurs, sur les trajets professionnels, entre guillemets, un peu contraints, souvent contraints, et effectivement le péage de Dourdan est sans doute un des péages de France les plus contestables à cet égard. Alors je n'ai pas fait le tour de tous les péages urbains dans ce sens-là, mais je pense que vraiment il a une spécificité particulière et je pense que ça mériterait quand même qu'on regarde bien avec le concessionnaire qui est Cofiroute, ce qui peut être fait par rapport aux personnes qui sont amenées aujourd'hui à se déplacer pour des raisons professionnelles, à partir et qui sont obligés de passer par ce péage quasiment, parce que sinon l'alternative c'est la N20, et la N20, le problème de l'alternative de la N20, c'est aussi que tous les poids lourds pratiquement aujourd'hui passent par la N20 pour éviter le péage. Donc c'est quand même un vrai problème dans la région parisienne. Alors c'est pas le seul, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Mais en tout cas, moi je tenais à insister dessus. On auditionnera forcément l'association pour la gratuité. Mais peut-être que même si ce n'est pas la gratuité, qu'on est vraiment, et vous avez parlé de 30%, je ne sais pas si ça s'applique là-bas, si ça s'applique déjà. Moi, je suis un peu déçu, vous pourrez le dire aux sociétés concessionnaires, si vous avez l'occasion de les revoir, par le nombre d'abonnés qu'ils ont pour ce tarif réduit. Je crois que c'est 100 000. 100 000, c'est faible. Alors ça monte lentement, ils nous disent, vous allez voir, ça va être formidable demain. Je suis un peu déçu. Est-ce qu'il faudra aller au-delà? C'est un débat. C'est le seul cas, finalement, enfin, c'est le seul cas où les sociétés ont accepté un geste sans contrepartie.